La presse a décrit la scène comme l'image vivante de la tragédie et les illustrations de l'Allée Petit sont apparues sur les couvertures de magazines. Est devenu un récit d'horreur familier utilisé pour renforcer la stigmatisation envers Marie, tandis que les questions sur le sort des mineurs étaient reléguées au second plan contexte. Des rapports supplémentaires du docteur Arriaga ont été présentés au cours de l'essai. L'un d'eux a détaillé que le crâne de Thomas avait été bouilli, probablement pour le dépouiller de ses tissus. Bien que Marie il n'a jamais expliqué cet acte, l'accusation l'a interprété comme un signe de perversion. Les journaux de l'époque ils ont publié ces détails sans censure, alimentant un climat d'hystérie. Dans le Légend on commentait l'affaire comme s'il s'agissait d'une légende de l'horreur. Même dans les régions éloignées, les vendeurs de rue offraient des brochures avec des titres comme L.S. Cook. Le verdict est tombé le 27 mars. Maria a été reconnue coupable de meurtre aggravé et condamnée à mort par peloton d'exécution. L'annonce a suscité des réactions mitigées. Certains y l'ont célébrée comme une justice exemplaire, tandis que d'autres, en particulier les femmes des communautés rurales, y ont vu une victime d'un système patriarcal impitoyable. Les autorités, cependant, se sont accrochées à la sentence, désireuses de faire preuve de fermeté face à un crime qui avait secoué le pays. Marie a entendu la décision en silence, les mains jointes. Il n'a pas pleuré ni imploré pitié. Les journalistes ont noté sa sérénité, la décrivant comme une figure spectrale. Cependant, une note écrite par le greffier du tribunal offre une autre perspective. À la fin de la séance, j'ai vu dans ses yeux un fatigue sans fin. Il n'y avait ni colère ni regret, juste une sorte de soulagement. Ce détail humain apparaissait rarement dans les journaux, qui préféraient la dépeindre comme un monstre. La phrase « Cela a déclenché une frénésie médiatique ». Des enregistreurs ont reproduit des scènes du procès dans des journaux illustrés, en exagérant souvent les détails. Dans les cantines, l'affaire est devenue un sujet de discussion constant. Certains ils ont commencé à dire que Maria était une sorcière, d'autres qu'elle avait agi en légitime défense. Le pays était divisé entre ceux qui ont vu la justice et ceux qui ont vu la tragédie. En fin de compte, personne ne pouvait ignorer l'horreur des faits. Un homme mort, dépecé, bouilli, une femme transformée en meurtrière, 2 enfants marqués à jamais. Le gouvernement porfirista, intéressé à maintenir l'image de l'ordre, a décidé d'accélérer l'exécution. Cependant, un certain nombre de les appels ont retardé le processus. Pendant des mois, Maria est restée dans la prison pour femmes de la capitale d'Oaxaca, surveillée de près. Les journalistes n'arrêtaient pas de demander des interviews, mais elle parlait rarement. Il a seulement accepté une conversation avec une religieuse, qui a écrit dans ses mémoires. Marie n'a pas demandé désolé, il a juste dit qu'il voulait que ses enfants oublient. Elle parlait comme si elle était déjà morte. Le procès non seulement cela a scellé son destin, mais a également cimenté un récit national. Il est devenu le symbole de 2 réalités, la brutalité du crime et l'invisibilité de la souffrance féminine dans le Mexique de Simonónico. Décennies plus tard, les historiens continueront à débattre de la question de savoir si Marie était un monstre ou une martyre, mais à cette époque, l'opinion le public avait déjà décidé. Son nom était voué à devenir une sombre légende. Au fil des ans, le cas de Maria Lopez a cessé d'être une simple histoire judiciaire pour devenir une légende transmise par la bouche dans la bouche. La maison où les événements se sont produits est restée scellée par ordre du tribunal, mais personne ne voulait l'occuper après le retrait du cordon de police. Les murs empisés, noircis par la fumée et la négligence, ils se sont fissurés avec le temps alors que les mauvaises herbes recouvraient la cour. Les voisins ils ont commencé à éviter même de la regarder et les enfants ont grandi en écoutant les avertissements. Ne passe pas devant sa porte après le coucher du soleil. La tragédie est devenue un mythe, alimenté par des rumeurs d'apparitions et bruits nocturnes étranges. En 1885, près d'une décennie après le procès, un journaliste de Mexico a visité San Agustín Etla et a écrit une chronique intitulée La Casa del Humo Eterno. Dans elle a rapporté que les villageois ont affirmé voir des ombres derrière les rideaux, même si les fenêtres étaient couvertes. Il a décrit une odeur rance, impossible à effacer, qui semblait émaner les murs eux-mêmes. Ces mots ont ajouté un air surnaturel à l'histoire et ils ont attiré des curieux d'autres régions. Au fil du temps, l'endroit est devenu un lieu de pèlerinage macabre pour les voyageurs et les chroniqueurs. Certains voisins ont commencé à raconter expériences étranges.
Une femme âgée a dit qu'elle entendait les pleurs d'un enfant près de la porte tous les matins, bien qu'il n'y ait personne dans la rue. Un autre résident a déclaré avoir vu une silhouette féminine dans la cour vêtue de noir avec un chapelet à la main. Ces histoires, bien qu'impossibles à vérifier, se sont ajoutées à un récit. Cela mélangeait la véritable horreur du crime avec le folklore local. Même les prêtres qui ont visité le village, ils ont affirmé ressentir une présence dérangeante en s'approchant de la maison. Dans les archives ecclésiastiques conserve une lettre de 1890 écrite par le père Santiago Villasnor. « J'ai béni la maison 3 fois, et aucune d'elles n'a réussi à y ramener la paix. Les villageois vivent dans la peur. Je ne sais pas si c'est l'œuvre du diable ou le souvenir d'un crime si odieux qu'il a laissé des cicatrices l'air lui-même. » Ce type de témoignage a renforcé la perception que le lieu il était maudit. Pour beaucoup, la tragédie de Marie a transcendé l'humain. Il y avait réveillé quelque chose qui restait dans l'ombre. Pendant ce temps, l'histoire des enfants Marie est devenue un autre mystère. Les documents officiels indiquent qu'ils ont été adoptés par une famille en Puebla, mais ils ne sont jamais retournés à Oaxaca. Certains chercheurs suggèrent que les noms ont été changés pour les protéger de la stigmatisation. Cependant, des rumeurs ont commencé à circuler dans le village qu'ils étaient tous les deux morts jeunes, incapables de supporter le poids du passé. Le manque de preuves a alimenté encore plus le mythe. Les enfants sont devenus des fantômes symboliques dont on ne se souvient que dans des chuchotements. À la fin du XIXe siècle, le récit de la femme fumée faisait déjà partie de les légendes folkloriques mexicaines. Les écrivains costimbristes ont mentionné le cas dans des recueils d'histoires. Des gravures macabres et anciennes avec son portrait sont apparues dans des foires itinérantes. Ces images, qui exagéraient ses traits pour les rendre presque démoniaques, renforçaient sa figure en tant que symbole de la mauvaise. Paradoxalement, peu se souvenaient des journaux intimes et des lettres trouvées lors du procès. Des documents, ils ont montré une femme brisée par des années d'abus. La complexité de son histoire s'est perdue dans l'ombre de la mythe. En 1902, un groupe de chercheurs français intéressés par le folklore mexicain a visité San Agustín Etla et a mené des entretiens avec les colons. Ces notes, aujourd'hui conservées à Paris, révèlent que certains croyaient que l'âme de Thomas hantait la maison, tandis que d'autres prétendaient que c'était Marie, qui n'était jamais vraiment partie. Conte de lumières étranges, pas dans le couloir et une odeur persistante de viande bouillie, faisaient partie de l'imaginaire collectif. Cet intérêt étranger a transformé l'affaire en une attraction culturelle, mais aussi un avertissement sur le silence social. Qu'il l'avait permis. L'abandon physique de la maison a contribué à son transformation en légende. Au fil du temps, les murs se sont fissurés et le toit s'est partiellement effondré, mais la structure principale est restée debout comme un monument sans plaque. Personne ne sait il a osé le démolir. Certains ont dit que cela porterait malheur. Les ceux qui ont essayé de l'occuper au XXe siècle ont quitté les lieux peu de temps après, citant des bruits et des apparitions. Même les autorités municipales ont évité d'intervenir, craignant de remuer de vieilles histoires. Au début des années 1920, pendant une période d'instabilité politique au Mexique, l'histoire est revenue dans les journaux comme un exemple du côté obscurité du village. Des articles jaunistes ont publié des entretiens présumés avec des descendants de Maria. Bien que son authenticité n'ait jamais été vérifiée, la presse a relancé la légende, renforçant l'idée que la malédiction de la maison était toujours vivante. À ce moment-là, le crime a cessé d'appartenir au domaine judiciaire et est devenu une partie du folklore national. Jusqu'à aujourd'hui, des chercheurs et des touristes visitent encore l'endroit. Certains décrivent un sentiment d'oppression en entrant les ruines, comme si l'air était plus dense. D'autres disent que le silence est absolu, brisé, seulement par le murmure du vent qui passe à travers les fissures. Être produit de sa gestion ou de sa mémoire collective. La maison est entretenue comme un étrange rappel de ce qui s'est passé en 1876. L'histoire de Maria Lopez a transcendé son contexte, devenant un miroir sombre d'une société marquée par la peur, machisme et indifférence. Avec le passage du XXe siècle, le cas de Maria Lopez est devenu une sorte de mythe historique, un avertissement répété dans les cuisines et les marchés de Oaxaca. Au fur et à mesure que les documents officiels étaient classés et oubliés, l'histoire devenait déformée, devenir une légende orale. Les anciens du village ont dit aux enfants que les nuits de pleine lune, ils pouvaient voir des ombres se déplacer parmi les ruines de la maison, et cette fumée provenait toujours d'une cheminée inexistante. Ce type de récits, bien qu'exagérés, ont gardé le souvenir du crime vivant,
créant une frontière floue entre la vérité documentée et la peur collective. Les archives judiciaires conservent un dernier document relatif à Maria, un document daté de mai 1877, ce qui confirme l'exécution par peloton d'exécution dans la cour de la prison de la capitale d'Oaxaca. Il n'y a pas de détails, aucune mention des derniers mots, juste une ligne. Il a été accompli le détermination de la peine à 6 heures du matin, ce silence bureaucratique contrastait avec l'ampleur de l'affaire. Sa mort n'a pas apporté paix au peuple, cela a plutôt augmenté l'aura de mystère entourant leur histoire. Pour beaucoup, elle n'est pas morte comme une criminelle, mais comme une figure tragique dont les décisions sont nées de la terreur. Au fil du temps, les chercheurs ont commencé à examiner le cas d'un point de vue social et psychologique. Au milieu du XXe siècle, certaines historiennes féministes ont sauvé les lettres et les journaux intimes trouvés en 1876, postulant que Maria avait été victime d'un système qui l'a condamnée à 2 reprises, d'abord en tant qu'épouse soumise, puis comme un meurtrier. Ces études ont été critiquées par les secteurs conservateurs, qui voyaient dans ces arguments une justification du crime. Cependant, ils ont contribué à ouvrir un débat sur la violence sexiste dans le Mexique rural du XIXe siècle, un sujet qui rarement il est apparu dans les livres d'histoire. La maison, connue sous le nom de fumoir, était déclarée site du patrimoine historique en 1972, bien qu'il n'ait jamais été restauré, aujourd'hui il reste en ruine. Protégé par une clôture métallique qui n'empêche pas le passage des curieux, les visiteurs veillent à ce que l'atmosphère y est oppressante. Certains touristes ont déclaré se sentir inexplicablement nauséeux à l'approche, tandis que d'autres prétendent entendre le bruit des pots bouillonnant à l'intérieur, même si la place est vide. Ces expériences recueillies dans les blogs et magazines de mystère ont transformé le site en une destination pour les voyageurs à la recherche du macabre. L'affaire a également inspiré des pièces de théâtre, des romans et des films. Sans cependant, ces adaptations exagèrent généralement les éléments surnaturels, laissant de côté l'arrière-plan de violences domestiques à l'origine du crime. Dans une version cinématographique de 1954, Marie était représentée comme une sorcière qui pratiquait des rituels sataniques, une caricature qui renforçait son image de monstre. La réalité documentée, en revanche, parle d'une femme brisée, piégée par un mariage abusif et un système judiciaire impitoyable. Cette distorsion médiatique a fait l'objet de des études récentes qui analysent comment de vraies histoires deviennent des mythes à des fins commerciales. Les voisins, les résidents actuels de San Agustín-Etla, continuent d'éviter de passer devant la maison après la tombée de la nuit. Bien que les gens aient grandi et modernisé, le souvenir de Marie reste une partie de son identité. Certains marchands vendent de vieilles cartes postales du procès, tandis que des guides touristiques racontent l'histoire comme une légende d'horreur. Pour les habitants plus âgés, cependant, le souvenir est plus sombre. Il représente un moment où le silence social a permis à la tragédie de se dérouler. Ce contraste entre le spectacle touristique et la mémoire douloureuse montre comment les communautés gèrent leur propre passé. Dans les archives peu consultées de la capitale d'Oaxaca, encore ils gardent les preuves originales. Les pots, couteaux et lettres de Maria sont stockés dans des entrepôts sans accès public, enveloppés dans du papier jaunâtre. Les historiens qui ont examiné ces reliques assurent qu'elles transmettent un sentiment d'intimité troublant. Non, ce ne sont que des objets, écrivait un chercheur en 1987. Ils sont les témoins muets d'une vie marquée par la peur et le désespoir. Ces restes matériels maintiennent en vie le lien avec l'affaire, comme s'ils résistaient à l'oubli. Le plus troublant, c'est qu'avec le passage de ces dernières années de disparition, on ravivé le mythe. Quelques habitants de la zone garantissent que la zone près de la maison est un point où les gens y perdent. Histoires de randonneurs perdus et d'animaux morts se nourrissent de nouvelles versions de la légende, suggérant que l'endroit est toujours chargé d'obscurité. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que relier ces événements au crime de 1876, l'imagination populaire insiste sur le fait que quelque chose s'y est coincé, un écho de violence qui ne s'est jamais dissipé. Aujourd'hui, plus un siècle plus tard, l'histoire de Maria Lopez reste un miroir inconfortable. Il représente le silence de une société qui a ignoré la souffrance jusqu'à ce qu'elle se transforme en horreur. Ces lettres et les journaux intimes, oubliés depuis des décennies, résonnent comme un avertissement de ce qui se passe lorsque la peur devient norma. Personne ne sait avec certitude quelles pensées lui ont traversé l'esprit au moment de son exécution, ni ce qui s'est passé un fait à l'intérieur de cette maison avant que la fumée ne la trahisse. La seule chose qui est sûre, c'est que son ombre est toujours là entre les fissures de l'adobe, rappelant qu'il y a des crimes qui ne finissent jamais,
car la peur qui les a engendrés reste vivante. Les voisins les plus proches ont commencé à couvrir les fentes de leurs fenêtres avec des chiffons trempés dans l'eau pour pouvoir respirer pendant la nuit. C'est précisément cet jet d'or qui a conduit à l'intervention indirectement des autorités. Un inspecteur sanitaire, envoyé par la mairie pour examiner les cas des bovins malades, traversait le village et écoutait les plaintes. Il a décidé d'approcher la maison et frapper à la porte, mais Maria n'a pas répondu. Il a rapporté plus tard que l'air autour de la maison était si dense qu'il ressemblait à de la fumée mélangée à de la pourriture. Cette première tentative d'inspection a été enregistrée dans un bref rapport, archivé sans suivi immédiat. Personne n'avait encore imaginé l'ampleur de la découverte à venir. La tension est arrivée à un point tel que certains des hommes du quartier ont organisé des rondes nocturnes pour garder le périmètre. Ils ont dit qu'ils entendaient des pas derrière les murs et que parfois une silhouette féminine jetait un coup d'œil à travers les rideaux. D'autres ont affirmé avoir vu les enfants debout sur le seuil, immobiles avant de disparaître soudainement. Ces histoires, bien que teintées d'exagération, ont été répétées pendant le procès et de nombreux voisins les ont signées sous serment. La combinaison de la peur, de la superstition et du silence avait tourné cette maison dans un épicentre de terreur. Les jours qui ont précédé la découverte ont été les plus troublants. Personne n'y entra ou sortit de la maison et l'odeur commença à imprégner même la place centrale. Un commerçant étranger, il a écrit dans son journal. « Je n'ai jamais rien ressenti de tel auparavant. C'est une odeur qui colle aux vêtements, qui ne disparaissent pas même avec la fumée de tabac. » Les citadins semblent résignés comme s'ils acceptaient que la peste ça fait partie de sa vie. Cette démission serait brusquement rompue lorsque des rumeurs ont finalement atteint les autorités de la capitale d'Oaxaca. L'arrivée des premiers agents, cela changerait à jamais le destin de Saint-Augustin-Etla. Le 18 décembre 1876, lorsque le froid commençait à s'installer même dans les maisons les plus abritées, Eldor s'est devenu une plainte. C'était un marchand ambulant qui, incapable de supporter l'odeur qui imprégnait son couverture et produits, il se rendit au petit détachement municipal. Son témoignage enregistré dans les minutes décrit une odeur douce et persistante semblable à celle de la viande pourrie sortant de la maison des Lopez. Les agents, habitués aux disputes domestiques et aux petits vols, ils ne soupçonnaient pas l'ampleur de l'affaire, mais ils ont décidé d'envoyer 2 officiers pour enquêter. Cette décision marquerait le début d'une chaîne de découvertes effrayantes. L'inspecteur Julien Robles a été le premier à s'approcher de la maison. Dans son rapport, rédigé dans une prose sèche, façade notée sans signe de violence, porte fermée avec serrure, odeur nauséabonde perceptible à 5 mètres, absence de bruit intérieur. Les descriptions, cela semble simple, mais lors du procès qui a suivi, ce document a été lu comme un élément de preuve clé. Eldor avait déjà atteint des niveaux insupportables. Robles a frappé à la porte à plusieurs reprises sans obtenir une réponse. Les voisins, groupés à distance, regardaient avec visage tendu. Maria n'est pas sortie. Les enfants ne regardaient pas dehors. Enfin, l'inspecteur a décidé de revenir avec des renforts et un mandat de perquisition délivré par le juge local. Le lendemain matin, un petit entourage armé de lampes de poche et de barrettes s'est présenté dans la rue principale. Les voisins jetèrent un coup d'œil derrière les rideaux, conscients que quelque chose de terrible était sur le point d'être révélé. Le procès-verbal de cette inspection décrit comment les agents ont brisé l'impasse et forcé la porte. Quand tu l'ouvres, une bouffée d'air épais, il quitta la demeure, les forçant à se couvrir le visage avec des mouchoirs. Un des policiers a vomi dans le seuil. L'odeur était si intense que plusieurs témoins ont témoigné plus tard d'avoir sensation de vertige et nausées immédiates. L'intérieur était sombre. La lumière provenait d'un poêle allumé dans la cuisine, où une marmite en fer bouillonnait lentement. Les murs, ils étaient noircis par la fumée et les rideaux imprégnés de graisse. Il n'y avait pas signe de lutte ou de vol. La maison semblait bien rangée. Bien que recouvert d'une couche de poussière collante, les agents ont commencé à fouiller soigneusement chaque pièce. Ce qu'ils ont trouvé dans la cuisine changerait à jamais la perception du village. Sur la table en bois, il y avait de grands couteaux, usés par l'usage, et des plateaux avec des restes de viande cuite. En un coup d'œil, ça ressemblait à du porc. Cependant, un détail a attiré l'attention de l'inspecteur Chen. Dans un coin, sur une chaise, reposait un fémur propre, comme s'il aurait été bouilli. La découverte a paralysé les officiers.
Immédiatement, ils ont sécurisé les lieux et ont fait venir le juge et le médecin local. Les nouvelles sont assez répandues comme de la poudre à canon. En quelques heures, des dizaines de personnes se sont rassemblées autour de la maison. Bien que personne n'ait osé s'approcher de trop près. Les dossiers médicaux ultérieurs confirment que l'odeur provenait de restes humains dans différents états de cuisson et de décomposition. Des os ont été trouvés dans l'un des pots carbonisés, sur un autre morceau de chair encore saignant. Il n'y avait aucun signe de Tom, sauf pour ces restes épars. Les enfants, blottis dans un coin, ils avaient l'air stupéfaits. Maria était assise sur une chaise immobile, avec les mains dedans les genoux. Lorsque les officiers sont entrés, il n'a opposé aucune résistance ou il a essayé de s'enfuir. Il a simplement levé les yeux et a dit « Ils arrivaient en retard ». La phrase a été enregistrée dans les dossiers de la police, citée encore et encore dans des journaux à sensation et des brochures. Des témoins de la perquisition ont raconté des scènes troublantes. L'un d'eux, un jeune gardien, a témoigné des années plus tard. Ce n'était pas seulement l'odeur, c'était le sentiment d'être dans un endroit où quelque chose s'était passé longtemps auparavant. Les os ont été logés, pas jetés. Tout semblait se faire calmement. Ce calme troublant a contribué à alimenter les légendes sur l'affaire, présentant Maria non comme une tueuse impulsive, mais comme quelqu'un qui avait méticuleusement planifié ses actions. L'arrivée du juge local et du médecin a confirmé la gravité de la situation. Le médecin a examiné les restes et a ordonné qu'ils soient transférés dans la capitale pour analyse. Le rapport initial écrivait « Il est présumé que les restes correspondent à un homme adulte et robuste. Il présente des coupes fabrication précises avec un instrument tranchant, probablement un couteau de boucher. Heure estimée du décès, entre 10 et 15 jours. » Le langage froid du reportage contrastait avec l'horreur palpable dans le village. La nouvelle se répandit rapidement, atteignant la capitale d'Oaxaca en quelques heures. Pour la soirée, les journalistes et les habitants se rendaient déjà à San Agustín-Etla, à la recherche de détails pour leur chronique. Pendant ce temps, Marie était arrêtée sans résistance. Elle portait une robe sombre, tachée de graisse et de sang séché. Les voisins la regardaient partir menottée avec les cheveux en désordre, mais le visage serein. Personne n'a entendu un cri ou une protestation. Certains ont affirmé qu'il murmurait des prières. D'autres ont dit qu'il souriait légèrement. La vérité est que depuis qu'à ce moment-là, la femme est devenue l'épicentre d'une histoire qui allait bientôt transcender les frontières. La découverte des restes n'a pas seulement horrifié la communauté, elle a également déclenché un torrent de rumeurs. Certains ont affirmé que Marie avait servi la viande à ses propres enfants, tandis que d'autres ont affirmé qu'une partie avait été vendue sur le marché. Aucune de ces affirmations n'a pu être confirmée, mais l'imagination populaire les a adoptées comme des vérités. La maison a été scellée par une ordonnance du tribunal et des soldats ont été envoyés pour garder le périmètre. L'affaire a cessé d'être un problème local. Le crime de San Agustín-Etla avait commencé à faire la une des journaux dans tout le pays. Le dossier officiel, ouvert le 20 décembre 1876, commence par une description détaillée de la scène. Les agents judiciaires sont arrivés de Oaxaca capitale levée, enregistrement détaillé de chaque objet trouvé. Le document central, rédigé par le juge Ignacio de la Torre, se lit comme suit. Nous sommes entrés dans la maison en compagnie du docteur Esteban Arriaga. Il note la présence de multiples restes squelettiques humains répartis dans 3 conteneurs en fer, ainsi que grands couteaux avec des signes d'utilisation récente. L'odeur est insupportable et la maison manque de ventilation adéquate. Ces lignes sèches et formelles contrastent avec les récits de témoins qui, au fil du temps, ajouteraient des nuances de terreur et d'horreur à la scène. Les recherches initiales se sont concentrées sur l'identification des restes. Il ne faisait aucun doute qu'il correspondait à Thomas Pérez. Toute la communauté le connaissait et sa disparition a coïncidé avec les découvertes. Cependant, les autorités ont ordonné que les os soient transférés dans la capitale pour une analyse plus précise. Le transport a été effectué dans des boîtes scellées escortées par des soldats en raison du risque de pillage par des journalistes de tabloïds qui rôdaient déjà dans la région à la recherche d'une photographie macabre. L'obsession des médias a transformé le crime en un spectacle national avant même la conclusion des experts. La maison était bouclée avec des cordes et des planches. Les soldats, armés de fusils,
ont empêché le passage des curieux, mais les rumeurs grandissaient de jour en jour. Les habitants du village ont affirmé que l'intérieur était possédé par des démons et que quiconque passait trop près pouvait tomber malade. Certains témoins ont affirmé avoir vu des ombres se déplacer derrière les rideaux, même si l'endroit était vide. Cette aura surnaturelle a contribué que de nombreux voisins ont temporairement abandonné leur maison, laissant des rues entières désertes alors que le nuit. Le docteur Arriaga a rédigé un deuxième rapport plus détaillé après avoir examiné les restes dans la capitale. Il y trouve des coupures précises dans les vertèbres cervicales, suggérant une empreinte d'arme pointue. Les os longs ont des marques de scie. Certains fragments montrent une exposition prolongée au feu. Je ne sais pas, il trouve des organes mous complets. Ce langage clinique confirmait une brutalité systématique. La preuve ne le fait pas, cela correspondait à une explosion de violence. Chaque action avait été délibérée. Le médecin lui-même, dans une lettre privée retrouvée des décennies plus tard, a avoué « Je n'ai jamais été témoin de quelque chose comme ça ». L'ordre des coupes parle d'expérience, ou du moins de patience extrême. Cette femme n'a pas agi en sursaut, elle a planifié chaque étape. Tandis que pendant ce temps, Maria était détenue dans une cellule improvisée de la mairie de San Agustín-Etla. Les interrogatoires ont été brefs. Elle a refusé de répondre aux questions sur son mari, se limitant à déclarer qu'elle ne souffrirait plus. Sa sérénité déconcerta les officiers. Les enfants, pour leur part, ils ont été transférés chez une tante dans la capitale d'Oaxaca. Les dossiers indiquent qu'ils n'ont pas prononcé un mot pendant semaines. Les psychologues de l'époque, limités dans leur méthode, notaient seulement « ils sont muets, regardent fixement, manquent de réaction ». Ces notes seraient citées plus tard comme preuve de l'environnement traumatisant dans lequel ils vivaient. Les voisins ont continué à prêter témoignage. L'un d'eux, recueilli par le journaliste Porfirio Rojas en 1877, cela illustre le climat de peur. Nous avons vu de la fumée sortir de cette maison à toute heure. Parfois on aurait dit qu'un four entier brûlait. Nous n'avons jamais entendu de cris. Quand les flics sont entrés et ont vu ce qu'il y avait à l'intérieur, beaucoup se sont évanouis. Cette femme était toujours silencieuse, mais nous n'avons jamais pensé qu'elle cachait autant d'obscurité. Rojas a publié ces mots dans une brochure largement diffusée, aidant à cimenter la légende de Maria comme le boucher d'Oaxaca. L'inventaire de la police comprenait des objets qui acquéraient plus tard une pertinence symbolique, des couteaux de boucher, 2 scies rouillées, plusieurs grands pots et un livre de cuisine français minable trouvé sous le lit. La découverte du livre a alimenté les théories sur l'obsession malsaine de Maria pour la préparation des aliments. Cependant, certains historiens pensent qu'il s'agissait simplement d'un ancien manuel apporté par des commerçants européens, sans rapport directement avec les crimes. Ce mélange de faits et de spéculations a transformé l'affaire en terrain fertile pour les légendes. Les journaux nationaux ont consacré des pages entières à l'événement, illustrées de gravures montrant Maria comme une sorcière démoniaque. Cette représentation a contribué à déformer la perception du public. Au lieu d'une victime de la violence domestique, la société a commencé à la voir comme un monstre calculateur. La presse tabloïde du Porfiriato trouve dans des histoires comme celle-ci un matériau parfait pour nourrir le morbo collectif et justifier la répression. Le juge de la Tour a ordonné une enquête approfondie sur les antécédents familiaux. On découvrit que Marie avait perdu sa mère enfant et qui avait grandi sous la garde d'un beau-père violent. Les détails, bien qu'importants, ont été traités avec indifférence au procès. Les documents montrent un plus punitif qu'analytique. Le but était de prouver sa culpabilité et de clore l'affaire dès que possible. La brutalité du crime ne laissait aucune place à des interprétations compatissantes. Pendant que les autorités travaillaient, la ville de San Agustín-Etla était marquée par un silence sépulcral. Les rues, ce qui grouillait d'enfants et de marchands, s'est transformé en passage désert. Personne ne voulait marcher devant la maison bouclée qui a commencé à s'appeler la fumerie. Même à partir de pendant la journée, les voisins évitaient de la regarder. Ce vide a contribué à ce que le crime acquiert une dimension légendaire, une histoire que les personnes âgées raconteraient à voix basse pendant des générations. L'enquête ne faisait que commencer, et chaque nouveau document semblait approfondir l'horreur. Les documents officiels indiquent que le 23 décembre, lors d'une deuxième inspection de la maison, les agents ont trouvé une petite boîte en bois cachée sous le plancher de la chambre des maîtres. À l'intérieur se trouvaient des lettres froissées,
un journal avec des couvertures tachées et quelques vieilles photographies. Le constat a révélé une dimension intime de l'affaire. Je ne sais pas, il ne s'agissait que d'un crime odieux, mais d'une histoire d'années de souffrance. Des documents, aujourd'hui conservés dans les archives historiques d'Oaxaca, offrent un portrait déchirant de la vie de Maria avant le meurtre. Le journal, écrit d'une écriture ferme mais précipitée, contient des entrées depuis 1870. Dans l'un d'eux, daté du 14 août de 1873, se lit comme suit : « J'ai été réveillé aujourd'hui par le bruit de la machette sur la table. Il a dit que si je n'obéissais pas, je ne verrais pas le lever du soleil. Je me sens piégé et personne n'écoute mes supplications. Je prie pour que Dieu me prenne devant un mes enfants. » Le ton désespéré de ces mots contraste avec l'image publique d'une femme froide. À travers ses écrits, il y a une peur constante, isolement et sentiment d'inévitabilité qui se sont intensifiés au fil des ans. Une autre lettre adressée à un cousin qui vivait à Publa n'a jamais été envoyée. « Ma sœur, je n'ai personne vers qui me tourner. Il m'a interdit de partir et je suis escorté au marché. Si je ne reviens pas à temps, il me tabasse, me cache l'argent et les clés. Je me sens comme un animal en cage. » L'enveloppe était scellée, mais jaunie avec le temps, et révèle que Maria a essayé de demander de l'aide bien avant que la tragédie ne se produise. Aucune autorité n'a reçu ces informations dans son attente une minute. Le machisme structurel et l'isolement géographique ont laissé Maria sans ressources. L'analyse de ces documents a alimenté les débats ultérieurs sur la nature du crime. Certains chercheurs ont soutenu qu'il s'agissait d'un acte de survie. Sans cependant, les détails de l'exécution, le cantonnement méthodique, l'utilisation de l'épeau et le calme apparent de Maria lors de sa détention ont conduit d'autres personnes à considérer cela comme une manifestation de folie ou un traumatisme extrême. Cette tension entre la victime et l'agresseur a transformé l'affaire dans un symbole de la violence domestique réduite au silence au Mexique du XIXe siècle. Les experts ont également trouvé dans la boîte un petit chapelet cassé et 2 mèches de cheveux attachées avec du fil rouge. On croit qu'ils appartenaient aux enfants de Marie. La présence de ces objets, accompagnée d'une note dans le journal qui disait « Ils ne doivent pas savoir », suggère que la femme a essayé de protéger ses enfants même au milieu de l'horreur. Le contraste entre sa brutalité envers son mari et l'apparente tendresse envers les enfants renforçait la complexité de l'affaire. Ce n'était pas un simple meurtre. C'était une histoire de haine, d'amour et de désespoir qui défiait les catégories juridiques de l'époque. Lors des interrogatoires qui ont suivi, le juge de la Torre a lu des extraits du journal à haute voix, essayant de provoquer une réaction chez Maria. Les témoins, ils ont décrit comment elle écoutait en silence, les mains croisées sur ses genoux, sans verser une larme. Seulement quand ils ont mentionné ses enfants, il a baissé la tête et marmonné « Ils ne le font pas, ils n'ont rien vu, ils dormaient juste ». Cette phrase a été consignée au procès-verbal du procès et serait citée par journalistes et écrivains comme preuve de sa froideur ou de sa tentative de les protéger des traumatismes. La presse sensationnaliste a exploité la découverte des journaux. Les journaux ont publié des extraits manipulés, supprimant nuances et transformant Maria en un personnage démoniaque. La sorcière de fumée, le cuisinier du et d'autres titres ont renforcé un récit qui donnait la priorité à la morbidité de la vérité. Ce phénomène montre comment les moyens du porfiriato, ils ont façonné l'opinion publique, réduisant des histoires complexes à des caricatures du mal. Malgré cela, certains des intellectuels tels que le chroniqueur Manuel Pénaud ont écrit des articles défendant la nécessité d'étudier le cas comme exemple de violence sexiste, bien que sa voix ait été marginale à son époque. Les enfants emmenés dans la capitale ont été interrogés en présence de médecins. Les dossiers indiquent qu'ils n'ont pas répondu aux questions et ont à peine mangé. Un rapport signé par le docteur Arriaga, il est écrit « Le majeur présente un regard fixe et des mouvements répétitifs. L'enfant tremble avant bruit fort, diagnostic, état catatonique. » Ces observations révèlent l'impact psychologique que l'environnement domestique avait laissé en eux. Cependant, à cette époque, il n'existait aucun mécanisme de soutien, et ils étaient confiés aux soins de parents sans autre suivi. Le juge a ordonné que tous les documents soient conservés à titre de preuve. Aujourd'hui, ces documents permettent de reconstituer la lente spirale de violence qui a abouti au crime. Chaque page du journal est témoignage d'une femme acculée, dont le monde était réduit à un espace de peur constante. Cette atmosphère oppressante, c'était la scène où le meurtre le plus célèbre de l'Oaxaca de Simonónico a germé.
Le contraste entre le ton, la froideur des rapports judiciaires et le désespoir palpable dans les lettres génère un sentiment de malaise qui a survécu plus d'un siècle. La découverte de ces textes a marqué un tournant dans la recherche. Ce n'était plus seulement une affaire de police. Il s'est devenu une histoire qui a interpellé toute une société. La femme qui avait été diabolisée commençait à montrer entre les lignes le portrait d'une victime. Cependant, le pouvoir judiciaire de l'époque n'était pas prêt à écouter ces voix. Maria attendait toujours son procès dans une cellule humide alors que tout le pays débattait de son sort à travers les gros titres et les rumeurs. Le 3 janvier 1877, l'interrogatoire formel de Maria Lopez a commencé. Dans la salle du conseil municipal, habilité en tant que tribunal provisoire, le juge de la tour, le procureur, 2 notaires et plusieurs soldats. L'accusée est entrée vêtue de la même robe sombre dans laquelle elle avait été arrêtée. Son apparence a impressionné tout le monde. Des cheveux en désordre, un visage pâle et une expression sereine, presque indifférent. Le procureur a lu à haute voix les charges, énumérant en détail les preuves trouvées dans la maison. Marie n'a pas réagi, elle est restée immobile avec les yeux fixés sur un point invisible. Selon le 45e procès-verbal, la première confession a été obtenue sans résistance. Elle admet avoir tué son mari Thomas Pérez avec un couteau de cuisine pendant qu'il dormait. Il a procédé au démembrement le corps pour éviter la reconnaissance et la condamnation ultérieure. Il n'y avoir consommé la viande, affirmant l'avoir fait bouillir. Débarrasse-toi d'elle. Ce langage sec ne reflète pas le ton avec lequel Marie parlait. Des témoins ont rapporté que sa voix était douce, presque étouffée, comme s'il disait encore une routine domestique. Cette froideur est devenue le sujet de débat dans la presse, qui l'a dépeinte comme la femme sans âme. Le médecin légiste Esteban Arriaga a présenté son analyse détaillée au tribunal. Les coupes sont précises, réalisées avec une dextérité peu commune. Il observe la connaissance empirique de l'anatomie, la fragmentation méthodique des membres supérieurs et inférieurs, la tête séparée en sections cervicales avec incision propre. Ce rapport reproduit dans les journaux a alimenté des rumeurs sur la formation antérieure de Maria en boucherie ou en médecine, bien qu'il n'y ait aucune preuve de ça. Le médecin lui-même, dans des déclarations ultérieures, a suggéré que la connaissance aurait pu être acquise par observation dans la mise à mort d'animaux communs en milieu rural. La session comprenait aussi l'interrogatoire sur les enfants. Maria a affirmé qu'il n'avait jamais été témoin du crime ou des actes plus tard. Il dormait, a-t-il insisté, et cette réponse est restée constante à ce que sort du procès. Le juge a ordonné que les mineurs ne soient pas amenés à témoigner, une décision qui a suscité la controverse parmi les journalistes avides de détails sinistres. Cependant, les médecins ont confirmé l'état de choc profond dans lequel ils se trouvaient, justifiant leur absence. Le public, composé de curieux et de journalistes, il remplissait la salle à chaque audience. Beaucoup voyageaient seuls depuis la capitale pour observer la femme qui avait déchaîné tant d'horreurs. Les journaux la décrivaient avec des adjectifs chargés, démoniaque, imperturbable, le boucher. Mais parmi les fonctionnaires de la cour, une autre interprétation a commencé à émerger, celle d'une victime d'une violence extrême qui avait atteint une limite insupportable. Le juge de la tour, malgré sa sévérité, a écrit dans une note privée : « La femme ressemble plus à un spectre qu'à un criminel. Il y a une tristesse ancienne dans ses yeux. » Pendant les séances, Maria a fait une longue déclaration qui a été transcrite intégralement. Elle y racontait des années de violences physiques et psychologiques, épisodes de faim, confinement et menaces de mort. Il disait que si je partais, il me tuerait et tuerait les enfants. Nous dormions dans la peur chaque nuit. Son récit comprenait des détails sur des punitions humiliantes, comme la forcer à manger par terre ou la garder enfermée pendant des jours. Ses aveux, bien que frissonnants, ils ne se sont pas réveillés avec la passion du public. La brutalité du crime, cela pesait plus que son histoire. L'analyse médico-légale a renforcé la perception que le meurtre n'était pas impulsif. Selon les experts, la planification comprenait l'utilisation de grands pots pour disposer des restes et le stockage des os dans des endroits stratégiques. Cependant, non, ils ont trouvé des preuves de consommation humaine. La rumeur que Marie avait servi la viande de son mari à ses enfants, bien que jamais confirmée, il a persisté dans la presse. Ce mélange de faits et de spéculations a créé un récit qui a transcendé la réalité judiciaire, devenant une légende populaire.
Un épisode clé s'est produit lorsqu'ils ont présenté des photographies de la scène de crime, une pratique inhabituelle à l'époque. Images floues et erronées les illuminaient montraient des casseroles fumantes, des os empilés et des ustensiles ensanglantés. Ont été projetés dans une salle fermée aux autorités, mais certains tirages basés sur ces photos, ils ont circulé dans les journaux attisant l'horreur collective. Tout le village, il a commencé à percevoir Maria comme un monstre, avant même que le processus judiciaire ne soit terminé. Le procureur, il a demandé une peine maximale, tandis que l'avocat de la défense a tenté de plaider en faveur d'un trouble mental causé par des années d'abus. La défense a cité des extraits du journal de Maria, montrant des phrases, cela reflétait le désespoir et l'isolement. Cependant, le système judiciaire de l'époque manquait des outils pour comprendre les traumatismes psychologiques. Pour les autorités, le crime avait été trop odieux car pour adoucir la phrase. Les audiences sont traînées pendant des semaines. À l'extérieur du palais de justice, les vendeurs de rue, offraient des brochures sensationnelles avec des titres tels que La sorcière d'Etla ou La femme qui la cuisinait Marie. Les rues étaient remplies de curieux et la figure de Maria est devenue un spectacle morbide. Pendant ce temps, à l'intérieur des murs du palais de justice, les rapports médico-légaux continuaient de s'accumuler, chacun décrivant avec une froide précision les restes et les ustensiles. Renforcer le poids des preuves. La confession finale, prononcée dans un murmure, a laissé tout le monde doucement. Oui, je l'ai tué. Je l'ai fait parce que je ne pouvais plus respirer. Cette phrase reproduite en gros titres était gravée dans la mémoire collective. Ce n'était pas un cri, non pas une justification, mais un constat résigné. Le procès est-il touché à sa fin, mais l'impact de l'affaire commençait tout juste à s'étendre au-delà d'Oaxaca, devenant un sujet de discussion dans les rassemblements, les journaux et les bureaux judiciaires à travers le Mexique. Le procès de Maria Lopez s'est déplacé dans la capitale d'Oaxaca en février 1877 sous une attente sans précédent. Les rues autour du palais de justice étaient remplies chaque matin de curieux, ils voulaient voir la femme qui cuisinait son mari. Les autorités ont renforcé la sécurité avec des gardes armés, non seulement pour prévenir les émeutes, mais aussi pour contenir les journalistes qui se faisaient concurrence pour obtenir des déclarations d'exclusivité. Le processus est devenu un spectacle médiatique alimenté par des titres sensationnels et des gravures exagérées qui ont circulé dans des brochures dans tout le pays. La Haute Cour, présidée par 3 magistrats, il a écouté pendant des semaines les témoignages de voisins, de médecins et d'experts. L'accusation présentait un dossier solide étayé par des photographies et des descriptions graphiques de la scène du crime. Les procureurs ont insisté sur le fait que Marie avait agi avec préméditation, faisant valoir que l'ordre des coupes et la disposition des restes étaient preuve d'un esprit calculateur. Ce n'était pas une explosion, a déclaré le procureur, mais un acte de sang-froid. Ces mots reproduits dans les journaux ont consolidé son image diabolisée. La défense, dirigée par l'avocat Ignacio Rangel, a tenté de changer le récit. Il a présenté des extraits du journal de Maria, des lettres jamais envoyées et des témoignages sur des années de violence conjugale. Rangel a parlé d'une femme réduite à une ombre et a demandé grâce, affirmant que c'était un cas autodéfense extrême et troubles mentaux. Cependant, le système judiciaire d'El Porfiriato était loin de reconnaître le traumatisme psychologique comme atténuant. La presse, avide de morvaux, a rejeté ces arguments et a continué à publier des caricatures montrant Maria avec traits démoniaques, entourée de casseroles et de couteaux. Les témoins fournissent des histoires effrayantes. Les voisins ont rapporté avoir entendu des coups et des cris dans la maison pendant des années, mais ils ont admis ne pas être intervenus par peur de Thomas. L'un d'eux a dit en larmes : « Nous savions tous que quelque chose s'est arrivé, mais au village, on apprend à ne pas s'impliquer. » Ce témoignage a révélé non seulement l'horreur domestique, mais aussi la complicité du silence social. La Cour, cependant, s'est davantage concentrée sur le détail graphique que dans le contexte. Les enfants de Maria n'ont pas été appelés à témoigner, mais leur présence dans la salle d'audience pendant un bref instant, cela a provoqué une agitation. Vêtus de vêtements donnés, ils sont restés immobiles des yeux fixés au sol. Merci d'avoir regardé. Aimez et la nouvelle histoire ne vous fera pas attendre.